Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bien entendu sur Equinox Télévision. Il est né le 18 février 1984 à Douala. Il est aujourd'hui âgé de 35 ans. Il est l'un des gardiens camerounais les plus talentueux du moment, révélé au monde en 2000 à la faveur des Jeux Olympiques qui se déroulaient cette année-là à Sydney, en Australie. Il a connu une carrière assez particulière après la Kaji Sports Academy à Douala, après le Havre en France, un bref détour par Saint-Étienne, toujours en France, après l'Espagnol de Barcelone en Espagne, naturellement, après le FC Malaga, toujours en Espagne. Il a posé ses valises en Turquie, précisément à Fenerbahçe. Depuis 2017, à 35 ans, je l'ai dit, il continue de jouer au football. D'ailleurs, il fait partie des 23 Lions qui viennent de qualifier le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Égypte 2019. Lui, c'est bien entendu Idriss Carlos Kameni. Carlos, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation d'Equinox Télévision. Plaisir le mien d'être déjà invité et de pouvoir échanger avec vous pour un si bon moment. On est toujours dans l'euphorie de la qualification, de la victoire 3-0 face aux Comores, où alors on se dit c'est désormais derrière nous, il faut passer à autre chose. Oui, c'était pas facile dans la mesure où il fallait battre le Comores. D'aucuns diraient le Cameroun face au Comores. De quoi parle t-on? Mais vous savez, aujourd'hui, dans le football, il faut respecter tous les adversaires. On a eu du mal au match aller. C'était pas évident d'aborder ce match vu le contexte d'un retrait de la CAN. Et il faut le savoir. Pendant qu'on jouait le Comores à l'aller, on était déjà qualifié en tant que pays organisateur. Et se retrouver dans cette situation, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile à gérer. On a pu le faire. Une très belle semaine de préparation de travail. Au bout, on a une très belle victoire. Maintenant, on peut dire que c'est derrière et on peut penser à la CAN. Alors, je précise que 3 axes majeurs vont meubler cet entretien. On parlera naturellement de la qualification du Cameroun pour la CAN Égypte 2019, la très belle victoire contre les Comores 3-0, on le disait il y a un instant. On parlera également de l'ambiance dans la tanière au-delà de la qualification depuis le début de l'aventure. Quelle est l'ambiance qui règne aujourd'hui dans la tanière des Lions indomptables? On finira avec votre parcours personnel et notamment votre aventure à Fenerbahçe. Comment ça se passe? On sait que c'est assez difficile pour le moment. On pourra sortir par votre vie après votre carrière de footballeur. On sait que vous êtes à la tête d'une fondation, Idriss Carlos Foundation, ICK Foundation, comme on le dit, dont on en parlera tout au long de cet entretien. Alors, comment cette qualification a été vécue de l'intérieur? Parce qu'il y a le public dans les stades, il y a ceux qui regardent à partir de derrière, mais vous, comment vous l'avez vécu de l'intérieur? C'était très tendu. C'était très tendu, il faut le reconnaître. Un staff qui n'avait pas encore vécu ce genre de situation, des jeunes joueurs qui n'avaient pas aussi vécu un tel stress. Et je vous assure qu'à la fin du match, c'était un ouf de soulagement. Tout le monde était content. Et on a vraiment, vraiment savouré dans le vestiaire. Les gars se sont lâchés, ils ont dansé, ils ont tout laissé sortir et vraiment, je pense que c'était mérité de vraiment savourer cette belle victoire après des semaines assez difficiles. Il y a une semaine de préparation, une semaine de stage ici à Yaoundé. Est-ce que ça s'est véritablement déroulé comme attendu? C'est vrai, lorsqu'il y a une victoire au bout, on pense toujours que tout est allé comme il fallait. Est-ce que durant la semaine, vous avez vous-même eu l'impression que tous les ingrédients étaient réunis pour que le... Oui. Je pense qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la Fédé et au niveau de la préparation, tout a été bien fait, huilé pour qu'au bout du stage qu'il y ait cette victoire. Et c'est aussi ça, c'est important de se sentir
et protégé, de se sentir encouragé, de se sentir soutenu par notre gouvernement, par notre fédé et surtout par nos supporters. Ils ont été là pendant toute la semaine de travail, ils ont répondu présent. Le jour du match, il a plu, ils n'ont pas bougé, ils n'ont cessé de pousser et vous avez vu le résultat a suivi. Toute la semaine a été bien planifiée, bien travaillée et toutes les composantes ont eu à collaborer pour qu'il y ait ces victoires. C'était l'une des rares fois que le Cameroun préparait un match sur place. Ici au pays, le regroupement s'est fait à Yaoundé. Souvent, l'équipe se prépare à l'extérieur. On a même souvent dit que les adversaires arrivent même au Cameroun avant même les Lions eux-mêmes. Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau, le fait de se préparer sur place? Non, mais je ne me souviens pas vraiment d'avoir préparé un match du qualif, que ce soit Cannes Coupe du Monde à l'extérieur pour le jouer à Yaoundé. On a souvent connu des stages en Belgique. Non, mais ce n'était pas pour venir jouer des matchs de qualif à Yaoundé. Quand il y a un match officiel à Yaoundé, on s'arrange à être là pour ceux qui jouent tôt, qui jouent les samedis, de prendre le vol le dimanche. Ceux qui jouent le dimanche, de prendre le vol le lundi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le mardi soir, tout le monde était à l'hôtel et on a commencé avec tout le groupe le mardi matin. Et ça s'est ressenti quand il y a de la discipline, il y a de l'envie et il y a le succès au bout. Et puis c'était tout près du stade, le stade annexe numéro 1, c'est là-bas que vous avez passé. Oui, je veux dire que j'ai toujours été habitué avec les générations précédentes à travailler sur la pelouse parce qu'on n'avait pas de stade annexe. Il faut le reconnaître, mais maintenant ces installations sont là, nous permettent de travailler aussi dans de bonnes conditions afin de ne pas tellement bousiller la pelouse, qu'elle soit... Lorsqu'on s'entraîne au stade annexe, ça a toutes des caractéristiques du stade Omnisport lui-même? Non, il faut être... les dimensions ne sont pas les mêmes. Les dimensions ne sont pas les mêmes et tout ce qui va avec, vous savez, comme on dit toujours entre nous, Fandena, c'est pas la même chose. Le fait de descendre dans l'arène, c'est différent qu'au stade annexe. Mais on a travaillé dans de très bonnes conditions. Vous me direz le même climat qu'il fait au stade annexe. C'est le même climat au stade de Fandena. Ça a été dur, c'était dur, une semaine très difficile, beaucoup de boulot. On a craché, mais on savait qu'il fallait passer par là pour avoir cette victoire. Alors, vous avez parlé du public tout à l'heure. On se souvient qu'il y a longtemps, on n'a pas vu un tel public au stade Omnisport pour soutenir les Lions. Qu'est-ce que vous êtes dit en voyant ce public-là, lorsque vous êtes d'abord sorti pour les échauffements? Je pense que les gars ont compris que c'était le moment. Les gars ont compris qu'il ne fallait pas faillir. Et je leur ai dit, c'est vrai que ça faisait un bon bout que je n'étais pas revenu à Yaoundé lors d'un match officiel de l'équipe nationale. De voir ce stade bondé de monde, comme ça c'était quelque chose, c'était un signe. Et je leur ai dit, profitez-en. Ce ne soit pas une pression négative. Prenez les vôtres, prenez ce public qui est venu nombreux vous soutenir pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir avoir des ailes et voler. Et je dis merci, merci à tout ce public qui est venu nombreux nous soutenir. Ils ont poussé, ils nous ont permis d'avoir ces 3 points, donc la qualification. Et je pense, j'espère qu'ils sont rentrés satisfaits à la maison du travail qu'on a fourni. Et juste aussi leur dire que nous continuerons à travailler dur et fort pour pouvoir leur donner encore d'aussi belles victoires. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit un moment que si avant le public avait arrêté de venir, c'était un peu peut-être de votre faute à cause de vous, parce que quand le public fuit, c'est qu'il ne trouve plus satisfaction. Est-ce que vous n'êtes pas dit que bon, là maintenant, c'est l'occasion de reconquérir ce... Oui, je l'ai dit. Hein. Si le public ne répond plus présent, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être pas de par la qualité des jeux, c'est peut-être pas de par les prix d'entrée, c'est peut-être de par les conditions climatiques. Mais on a vu hier que tout était réuni pour qu'ils viennent au stade et les places étaient accessibles. Le climat, c'est vrai qu'il nous a joué un salto à un moment donné et la qualité.
sur l'aire de jeu, nous l'avons apporté après. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent toujours revenir aussi nombreux et qu'ils auront en retour du bon jeu, de l'effort fourni et de la satisfaction au bout. Avant le match, le Cameroun n'avait pas encore son ticket pour la CAN 2019. Il y a eu des moments de frayeur, de doute? Non, non. Peut-être en certains, les plus jeunes, mais je dis toujours avec tout le respect de l'adversaire, on avait une victoire qui nous amenait en Égypte et on avait un nul. Donc il fallait pouvoir maîtriser son match, contrôler un peu les pulsions pour pouvoir être, si les choses ne vont pas bien, avoir la tête assez froide et la tranquillité pour changer. Mais c'est vrai qu'en prenant l'avantage au score, c'était un peu plus facile. Mais j'ai essayé pendant toute la semaine d'éloigner de ce sentiment pessimiste, de penser juste à souffrir pendant la semaine et qu'au bout, il y aurait une récompense si le travail était bien fait dans la semaine. Lorsque vous entendez les clameurs du public dans les gradins, le public qui attend le but, et qu'au bout de 30 minutes, il n'y a toujours pas de but et le public continue de réclamer, on veut un but, le joueur, comment il se sent à ce moment-là? Il se dit, il faut que je réponde rapidement aux attentes du public. C'est aussi ça le problème qu'il y a entre le joueur et le supporter. Tout supporter aimerait dès la première minute voir son équipe marquer et la deuxième et la troisième voir un Oura football. Et on ne joue pas contre des bambins, on ne joue pas contre des statues. On joue contre les Comores quand même. Non, c'est un manque de respect que je n'accepterai pas. Toutes les équipes aujourd'hui se valent. Le respect est fondamental. Et c'est en respectant l'adversaire qu'on s'élève, qu'on grandit dans tout ce qu'on peut faire. Il ne faut jamais prendre un adversaire de haut et on a vu de très belles surprises. Dans ce sens-là, moi je dis non. On était même déjà avisé, ayant fait nul aux Comores à l'aller, ayant souffert. Et on a vu les Comores contre le Maroc en aller et retour. Les Marocains ont peiné, donc on savait que ça n'allait pas être facile. D'où, premièrement, ce respect, travailler dur et afin de faire son match. Le public qui demandera toujours des buts, mais à un moment donné, on joue avec la tête. On ne fait pas n'importe quoi parce que le public demande des buts, parce que vous voulez à tout prix marquer, vous vous laissez découvert, les mecs avec un compte, ils vous punissent et c'est plus la même chose. Alors il fallait un nul ou alors une victoire. Est-ce que la satisfaction aurait été la même si le Cameroun s'était qualifié à travers un nul? Non, je ne pense pas. Vous savez, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable de gagner un match et je crois à la maison. Donc on se serait qualifié, mais ça aurait eu un goût inachevé. Donc une victoire et qui plus est 3-0, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, je pense. Alors, après cette victoire, il y a donc la qualification, il y a maintenant la CAN qui arrive, il y a maintenant l'ambiance dans la tanière. Parce que lorsque je vous entends parler, vous dites, je leur ai dit ceci, je leur ai fait comprendre qu'il ne faut pas céder à la pression, voici comment il faut se comporter. Lorsque vous tenez pareil discours, quel est le rôle que vous donnez? C'est le rôle d'aîné que je tiens. C'est votre rôle ou bien c'est le coach qui vous demande d'agir? On n'a pas besoin de me demander. Je me dois de le faire. Je me dois de le faire. C'est vrai que le coach, quand il arrive, ce sont ses premiers mots. J'ai besoin de toi. Je sais ce que tu représentes pour cette équipe. Je sais ce que tu représentes pour tes jeunes frères. Et même quand je décide de revenir en sélection, c'est pour le faire. Je n'attends pas qu'on me le demande, parce que je n'accepterai pas d'être dans un groupe et de le voir partir en cacahuète.
Les téléspectateurs ont certainement compris que là, nous parlons déjà de l'ambiance dans le groupe. J'ai indiqué qu'il y aurait 3 principales phases dans cet entretien. Alors, vous dites que vous avez accepté de revenir en sélection. Revenir, ça veut dire quoi? Revenir, ça veut dire qu'il y a une période où j'étais plus. Je suis revenu pour le match de qualif contre le Niger, aller-retour. Et après, il y a eu ma blessure. En fin de saison, il y a eu l'épisode du match amical France-Cameroun, où je n'avais pas été convoqué. J'ai été convoqué pour remplacer le jeune Onana. J'ai mon fils qui était malade. Je suis pas allé en stage et ça a créé tout un bordel. Et après, le coach, faisant ses choix, ne me convoquait plus. Donc, après, nous avons manqué, je crois, 2 Coupes d'Afrique. On a décidé de ne refaire appel par rapport à toute l'organisation qu'il y avait au sein de la Fédé et de l'équipe nationale. J'ai donc décidé de... Est-ce que vous n'êtes plus revenu en sélection parce qu'on ne faisait plus appel à vous? Ou alors vous avez à un moment donné délibérément dit d'abord stop, le temps de voir et peut-être de revenir? Non, j'ai jamais... Parce qu'on connaît des joueurs qui ont dit, bon, l'équipe nationale pour l'instant, j'arrête d'abord et puis on verra. Voilà. Est-ce que c'est votre cas ou alors ce sont les sélections? Toujours avec beaucoup de respect pour les décisions des différentes personnes. Moi, je n'ai jamais demandé un temps de réflexion, de pause. Non, j'étais là, j'ai pu être sélectionné, j'ai continué ma vie de footballeur en club et on a refait appel à moi. On vous a dit au moins pourquoi ne vous avez plus fait appel ou bien vous avez pensé que c'était parce que les performances ne militaient pas en votre faveur? On ne vous a rien dit, pas d'explication. Vous avez juste constaté qu'on ne vous appelait plus? Je me fixe, j'ai certaines valeurs que je garde, je me suis fixé certaines règles quand j'ai commencé à jouer au football. Je ne demanderai jamais à un entraîneur pourquoi il ne me met pas, parce que je ne lui demande pas pourquoi il me met quand je suis dans le 11. Donc je respecte toujours la décision du coach. Je ne fais que mon boulot, c'est de m'entraîner. Et si il pense que je dois jouer, que je peux jouer, je le fais. Sinon, je continue mon boulot. Donc quand je n'étais pas sélectionné, je ne cherchais pas à savoir pourquoi je n'étais pas sélectionné. Je continuais ma vie de professionnel. Vous avez vous-même indiqué qu'une fois on a fait appel à vous pour remplacer le jeune Onana qui s'était rendu finalement indisponible. Mais finalement, à ce regroupement-là, vous n'êtes pas arrivé non plus. Vous dites aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée. Non, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Moi, quand j'ai quelque chose à dire... La raison, c'était quoi? C'est vrai, vous avez déjà parlé de votre fils. J'étais pas convoqué. On parle d'une période de juin, qui est une fin de saison. Je n'ai pas été convoqué pour le stage de France. Et derrière, il y avait un match, je crois, à déjà la France. Et c'était en juin. Donc, sachant que je n'étais pas convoqué, j'ai programmé mes vacances. Je suis allé à Barcelone voir mon fils qui jouait la Danone Cup. Et à Barcelone, mon fils il s'est blessé. Donc, quand je suis à l'aéroport de Barcelone le dimanche, je reçois un coup de fil du team manager de l'époque, Alphonse Chami, qui me dit que le coach veut me parler. Le coach me dit il va falloir que tu nous rejoignes. Le coach à l'époque, c'est Hugo Bros. Il va falloir que tu nous rejoignes en stage. Je te passe Alphonse. Et Chami me dit bon, je dis qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, on t'expliquera, mais il va falloir que tu... J'ai dit ok, moi je suis à Barcelone, je rentre avec mon fils à Malaga, il doit faire des examens. Et on se parle le mardi. Donc, le lundi, je vais à l'hôpital. Le mardi, on se parle. Je dis, le mercredi, j'ai encore des examens approfondis à passer avec l'enfant. Et là, on verra. Donc, mon fils, à ce moment-là, c'est la priorité. Donc, mais vous essayez de nous dire qu'il y a quelque chose d'incompréhensible qui s'est passé entre le team manager et le coach. Non. Parce que le team vous appelle, le coach va vous parler, après le coach dit, bon, je te passe. Non, ce n'est pas incompréhensible, ils savent ce qu'ils ont fait. Moi,
Je ne cherche pas à savoir ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ne se sont pas dit. Moi, ce qui est important, qui m'importe, c'est ce que C'est comme moi. si personne d'entre les deux ne voulait véritablement vous dire de quoi Non, il non, était le question. plus important. Parce que l'un dit je te passe tel, l'autre dit je te passe Oui, le plutôt coach tel. il m'a dit il va falloir que tu nous rejoignes en stage, je te passe Alphonse qui va t'expliquer. Et Alphonse m'a dit il va falloir que tu viennes. Il y a eu un petit cas, on t'expliquera. Le cas, il parlait d'un cas d'indiscipline du jeune Onana. Disons qu'il était arrivé en retard, alors que ce n'était pas vrai. Parce qu'ils avaient laissé le jeune ici pour remonter le lendemain avec le matériel. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont changé d'avis pour me faire appeler, mais ils n'avaient qu'à dire aux jeunes qu'il n'était plus convoqué pour une raison que de dire, de faire et publier que le jeune avait été indiscipliné alors que ce n'était pas le cas. Déjà, ça, c'est une chose. Et après, il y a le cas de maladie de mon fils. Je leur ai fait comprendre que je ne pouvais pas. Et après, ils en ont fait des tonnes. Mais moi, dans la mesure où je dis la vérité et que vous en faites ce que vous voulez, ça vous regarde, je suis tranquille. Alors, vous êtes donc de retour dans la tanière. Vous savez que c'est pour rester au banc de touche? Quand je décide de revenir, je reviens pour le mois de Koweït. Vous n'avez pas d'entraîneur. Comment je sais que c'est pour rester au banc de touche? Qui vous convoque donc s'il n'y a pas d'entraîneur? Le comité de normalisation. C'est le comité de normalisation qui me contacte parce qu'à cette période-là, le coach en intérim, c'était Bellinga. C'est même pas Bellinga qui vous a contacté? Non, non. Le comité de normalisation? Non, parce qu'apparemment, même si je ne me trompe pas, lui-même il avait dit qu'il n'assumait plus cet intérim. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Un jour ou 2 jours avant le voyage, il s'est déplacé. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et vous revenez donc, ça se passe comment? Ça se passe bien. Ça se passe bien, je m'entraîne. Il y a un groupe de 25, 26 qui est parfois convoqué pour arrêter une liste de 23. J'en fais partie. Et après, le jeu du match, le coach décide qui joue. Et quand je ne joue pas, je fais mon travail. C'est toujours aider mes coéquipiers à être dans de bonnes conditions. Et quand je joue, j'essaie de me concentrer pour donner le meilleur de moi. Il y a eu cette petite rivalité entre Onana, Ondoa. Le coach Hugo Broos qui est parti disait que Onana ne voulait pas venir parce qu'il ne concevait pas que ce soit Ondoa qui soit en train de jouer, entre autres choses. Ça, on pourrait encore le vérifier, mais c'est ce que le coach avançait comme raison à l'époque. Lui, il estimait que s'il venait, c'était pour être titulaire et pas rester au banc de touche pendant que c'est quelqu'un d'autre qui joue. C'est une raison que vous pouvez, à certains moments, évoquer, parlant de votre cas, personnellement? Non, moi je vous ai toujours dit, je respecte toujours les opinions des autres. Mais je pense que ce serait manquer de respect à vos propres coéquipiers. De dire si je viens, je dois être titulaire. Vous êtes un joueur sélectionné comme d'autres, l'entraîneur aura ses critères de choix et après il décidera. Vous ne pouvez pas imposer, je ne pense pas, depuis que je suis à l'équipe nationale, avoir eu un joueur qui est dit et fait cela. Bon, c'est nouveau, après, tout change dans la vie aussi. Alors, on est en route pour la CAN maintenant. Vous attendez à quoi? Est-ce que ça ne vous dérange pas de venir et de rester au banc de touche devant ceux qu'on pourrait considérer même pas comme vos petits frères, mais vos fils? Si ça pose un problème, je ne serais pas là. Je vous dis bien, ça fait 19 ans que je suis là. J'ai eu des périodes de banc de touche, j'ai des périodes où j'ai joué. Et quand je jouais, il y en a qui étaient assis au banc de touche. Hein. Et s'il y en a qui jouent, je ne m'assois pas au banc de touche. C'est un manque de respect vis-à-vis de ceux-là. Parce qu'eux, ils m'ont respecté quand moi je jouais. Ça, c'est très important. Et si on passe sur cette base-là, il y aura 11 qui viendront en équipe nationale uniquement pour jouer et il n'y aura pas de remplaçant. Les autres resteront en club. Parce que chacun dira, si je viens, c'est pour jouer. Si je ne joue pas, je reste chez moi, il n'y aura que 11. À la dernière CAN au Gabon, le Cameroun n'était véritablement pas attendu, mais les Lions ont finalement remporté cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Dans le groupe actuel, il y en a qui ont fait partie de cette expédition victorieuse-là, il y en a qui ne sont plus dans le groupe. Comment, vous qui êtes de l'intérieur, parce qu'on parle de l'ambiance de la vie dans le groupe, ceux qui étaient à la CAN, qui ont gagné la CAN au Gabon alors qu'ils n'étaient pas attendus, comment ça fonctionne avec ceux qui rentrent dans la tanière maintenant? Ce serait toujours comme par le passé. Vous avez
d'une année à une autre, des joueurs qui partent, d'autres qui arrivent. Et s'il y en a qui ont gagné, ils accueillent de belle manière ceux qui arrivent et ils essayent de les booster, de leur faire part de leur expérience, de l'aventure qu'ils vont vivre, afin que cette mixture puisse donner un cocktail victorieux au bout de la prochaine édition. Je pense que c'est ce qui se passe. Mais moi, je suis arrivé après la CAN 2000, j'étais encadré par les aînés, on a gagné ensemble en 2002, et il y en a qui sont arrivés après moi, qu'on a aussi encadré pour faire une très belle Coupe de Confédération en 2003. C'est toujours comme ça. Et au bout de à la fin de chaque saison, il y en a qui partent, il y en a qui entrent. Le plus important, c'est de bien les accueillir et leur permettre de s'intégrer facilement. Quel est le regard que les autres ont de vous dans la tanière? Est-ce qu'ils se disent, bon, il a fait son temps, il peut nous laisser tranquille travailler? Je suis très flatté de travailler avec ces jeunes frères. Ils me respectent beaucoup, ils me le demandent chaque jour. Je suis agréablement surpris. Chaque jour, c'est une merveille. C'est une merveille de travailler avec des gens qui reconnaissent ce que vous avez fait, qui vous respectent pour l'être humain que vous êtes, l'aîné que vous êtes, le sportif que vous êtes et le leader. Ce n'est pas toujours facile et je pense que je ne pouvais pas tomber sur mes œuvres. Lorsque vous parlez, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils écoutent. Ils écoutent parce que... Tout le monde se met au pas. Ce n'est même pas une question de se mettre au pas. C'est une question il s'agit toujours d'échanger. Mais vous vous rendez compte que quand vous dites quelque chose qui passe et qui, demain, est vérifié, ils ne peuvent que vous faire confiance. Et je pense que c'est pour ça que je suis là. Parce que la vie ne s'arrête pas seulement au niveau de l'équipe nationale. Il faudrait qu'on le fasse quand on est ensemble et que quand on dit mon téléphone est ouvert, il est vraiment ouvert pour tous ces jeunes-là. À n'importe quelle heure. S'ils ont besoin d'un conseil de quoi que ce soit, je suis à leur disposition parce que j'aimerais aussi que les aînés se comportent comme ça. Il y en a qui l'ont fait, Patrick Mboma, Jérémy, Rigaud, tous aujourd'hui, Samuel, on se parle tous les jours. Si j'ai besoin de quelque chose, aujourd'hui je retrouve dans le staff Joël Palais, Salomon, Jean-Alain Boumson, des gens qui m'ont tenu par la main. Vous comprenez, c'est toujours agréable de savoir que je peux me tourner si j'ai besoin de quelque chose, voir un grand frère. Et c'est ce que je représente aussi pour eux. Vous parlez de ces anciens, là, on sait que l'entraîneur des gardiens de but actuellement, c'est Alioune Bouka. Vous avez été coéquipier en sélection. On a même partagé la même chose. Comment vous arrivez à travailler aujourd'hui? Non, c'est le respect, c'est simple. J'oublie le... Il sait qu'il a des choses qu'il peut dire aux deux autres petits frères gardiens de but qu'il ne peut pas vous dire. Non, il dira... Toujours peut-être dans la manière de le dire. Oui, il doit toujours de dire, la vie est une scène d'apprentissage. Je me lève le matin et je voudrais me coucher le soir avec la sensation d'avoir appris quelque chose. Et je pense que jusqu'à ce que j'arrête ma carrière de footballeur, chaque jour, je me devrais d'apprendre quelque chose. Et après ça, il y aura une autre vie où qu'on recommencerait un autre défi. À Lyon, il m'appelle, c'est vrai, à l'entraînement collègue. Il m'appelle à l'entraînement collègue. Mais ça n'empêche qu'ils me disent, va chercher tes ballons, fais tes nombres, je le fais, parce que c'est mon coach. Et après, quand c'est fini, on peut régler, on peut parler de tout, mais quand c'est le boulot, c'est le boulot. À l'époque, il y a eu le 1984 au sein de l'équipe. Vous pensez que ça existe encore aujourd'hui? Avec les nouveaux, est-ce qu'ils ont créé leur propre... Non, ils n'ont pas créé. Et vous savez que même le 1984, c'est vous les journalistes qui nous avez même fait comprendre que c'était... 1984. On sait à quel joueur ça renvoyait 1001 pour vous-même qui étiez gardien de but, 9 Samuel Eto'o, 8 Jérémy Zitap, 4 Rigobert. C'était un groupe de leaders. Comme les piliers de l'équipe. Vous aviez pris l'équipe en otage, c'est ce qu'on dit? Non, en otage, non. Un groupe de leaders qui faisait... La pluie et le beau temps. Tout ce qu'il y a de plus beau dans un pays, c'est se donner à fond, sur et sans pour sa nation. Est-ce qu'on a souvent demandé l'avis du 1984 pour prendre des décisions dans la sélection? Oui, ça dépend de quelle décision.
C'est toujours important Le d'avoir... classement, par exemple, Non, aligner les joueurs. non, 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 c'est... Vous savez, je vais vous dire, sans langue de bois, ça se fait partout. Ça se fait partout. Qu'est-ce qui se fait? On demande l'avis de certains cadres. À un de certain l'équipe. moment donné, on peut demander le point de vue par rapport à un système, par rapport à certains éléments. Mais on ne fait pas soi et les leaders ont dit que faites le classement, faites ici. Non. Ça, on lui demande souvent. Et vous l'avez appris même en équipe de France avec les Jacquet et autres. Donc c'est partout, c'est partout. Les leaders sont là pour ça, pour aider le groupe à bien vivre. Parce que si un coach se rend compte que son groupe ne vit pas bien, il ne retournera pas vers vous. Il cherchera d'autres personnes où il prendra ses décisions à lui. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut aujourd'hui dans la sélection, puisque vous êtes revenu dans la sélection, un 1984, peut-être pas 1984, ça peut être d'autres chiffres, ça peut être Non, 342, je ne sais pas, en fonction des leaders du moment. Oui, les leaders, il faut tout, non, il faut toujours des leaders dans un groupe. Il faut toujours des leaders dans un groupe. Sinon, ça va dans tous les sens. Il faut toujours des leaders. Est-ce qu'il y en a actuellement? Oui, il y en a. Dans le groupe de Seedorf? Il y en a, il y en a. Il y en a. On entend par là les plus anciens. C'est ça le groupe de leaders pour le moment. Après, il y a... Donc, être ancien suffit à être leader? Oui, quelque part. Quelque part. Parce que quand on a besoin de savoir quelque chose, on regroupe les anciens. Les plus jeunes, ils ne s'y connaissent pas, forcément. Donc c'est souvent ça. Lorsqu'on regarde la manière avec laquelle Clarence Seedorf gère le groupe, il a fait balader le brassard durant toutes les rencontres. Est-ce qu'on peut considérer que ceux à qui il a confié le brassard, commençant par Michael Ngando pour la première rencontre contre les Comores, jusqu'à Choupo-Moting pour la dernière rencontre contre les Comores, évidemment, toujours, on peut considérer que ceux-là sont ses leaders? Non, je pense que le coach est rentré dans un truc à un moment donné où il fallait dire, pour le moment, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de ceci. On fait, si vous avez un peu remarqué aussi dans les dossards, ça changeait un peu à tous les matchs. C'était en fonction des 11 qui commençaient. On faisait du 1 au 11. Ouais, c'était un peu ça. Je prends le cas du match du Maroc. Karl Toko était capitaine. Il n'est pas l'un des plus anciens. Si on sait que demain, s'il y a... on a besoin de l'avis des anciens, Karl ne sera pas cité parmi les premiers. Oui, Mandjek est l'un des plus anciens de cette équipe. Hein. Georges est l'un des plus anciens de cette équipe. Je pense qu'après moi, c'est Georges. Hein. Plus ancien. Oui, en termes de date d'arrivée à la sélection. Oui, je pense qu'après moi, c'est Georges. Et c'est normal qu'il se retrouve parmi les leaders. De toutes ces rencontres-là, le brassard qui s'est baladé de bras en bras, il y a quand même qu'on remarque que Choupo-Moting est le seul à avoir eu le brassard 2 fois. C'est donc lui le... Non, parce que... c'est l'homme de main de Clarence Seedorf dans l'attaque. Non. Clarence a un groupe de leaders vers lequel il se tourne souvent. Et il est Vous avez dit les plus anciens pour l'instant. Oui, il est clair, il explique tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aimerait, et c'est comme ça que ça se passe. On a fait, je crois, 5-6 matchs. Vous avez Gaëtan qui a été capitaine, et il y a Maxime qui était 2 fois ici à la maison, il y a Michael, et il y a Karl, donc vous voyez, et Georges, donc ça tourne. Mais il a annoncé qu'à la CAN, il y aura un capitaine et 2 vice-capitaines. C'est normal. Quel rôle auriez-vous souhaité jouer dans cette définition-là? Il y aura un capitaine et 2 vice-capitaines. Je suis leur aîné. Et donc peut-être le capitaine Si je à la CAN. En gros, pour moi, c'est ça l'importance. Vous savez que ça, il faudrait que quelqu'un le porte, ce bout de tissu. Et c'est quand il entre sur le terrain. Vous comprenez? C'est quand il entre sur le terrain. Vous voulez dire qu'on peut être capitaine en dehors du terrain? En club, ça se passe comment? C'est votre cas actuellement? En club, ça se passe comment? Vous avez des capitaines, s'ils ne jouent pas, il faudrait que quelqu'un porte le brassard.
Si le capitaine n'est pas là, c'est le vice, premier vice. Si le premier n'est pas là, le second vice. S'il n'est pas là, on va continuer à descendre comme ça. Et il y a quelqu'un qui devra le porter. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de franchement très important de se retrouver sur le terrain, avoir ce bout de tissu. C'est ce que vous représentez dans un groupe qui est important. Alors, on va peut-être sortir de cette deuxième phase de notre entretien, toujours avec l'ambiance dans le groupe et votre retour au sein de la tanière. On est donc en train d'aller à la CAN. Le coach a déjà annoncé les couleurs. Il y aura cette fois-ci un capitaine et 2 vice-capitaines. Vous allez aller à la CAN parce que j'imagine bien que le coach va continuer à faire appel à vous. Ce sera toujours pour le rôle que vous êtes en train d'effectuer maintenant? Lequel? Vous êtes sur le banc de touche actuellement. Ce n'est pas un rôle. Et vous dites que vous encadrez les autres. Être sur le banc, ce n'est pas un rôle. Je vous ai dit, je suis parmi les 23. Et les 23 joueurs convoqués sont susceptibles de jouer. Et le jour du match, le coach décidera qui joue. À quel moment est-ce que vous savez que vous ne serez pas parmi les 11? Je dis au cours d'un regroupement. Hein. Non, à quel moment est-ce qu'il vous le dit? Non, peut-être pas vous spécifiquement, mais à tous les autres joueurs. Vous pouvez le savoir, par exemple, là, on l'a su le jeudi. On l'a su le jeudi parce qu'il fallait faire un travail tactique et les balles arrêtées, on l'a su le jeudi. Il y a des coachs qui ne vous disent pas et ils vous font constater 2 heures avant le match à la réunion technique. Mais pendant que vous êtes aux entraînements, vous voyez la manière dont ils positionnent les joueurs, vous voyez la manière dont ils travaillent. Vous comprenez, vous commencez à comprendre que là, je pourrais ne pas être... Non, parce que vous avez des séances en début de semaine de stage, c'est plus du foncier qu'autre chose. Il y a 8-10 joueurs chasubles, ça tourne, des postes différents. Et même quand il faut travailler 11 contre 11, ça tourne, hein, les joueurs. Si le coach ne veut pas vous faire connaître le 11, vous ne le saurez pas jusqu'au jour du match. S'il veut, il vous le dévoile et ça permet à certains de mieux se soutenir. Là, très souvent, les journalistes aussi font les classements. Hein. Lorsqu'ils viennent aux entraînements 2, 3, 4 fois, ils voient, on commence à faire les simulations, on commence à dire 11 probables. Et généralement, c'est ce qui se réalise. Non. Le journaliste, lui, comment il a fait pour voir ça? Non. Alors que vous dites que le joueur qui est dans la tanière n'arrive pas à le voir. Je vais être sincère avec vous. Si moi je suis un coach, je ne dévoile pas mon 11, vous ne pouvez pas l'avoir. Si je le dévoile et qu'il y a une fuite, vous l'aurez. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Si moi je ne dévoile pas mon 11, vous ne l'aurez pas, vous ne le saurez pas. Mais si je le dévoile et que dans le groupe il y a une fuite, vous l'aurez, ça c'est sûr. Alors, je vais prendre avec vous quelques repères pour parler de votre situation. C'est vrai, j'ai indiqué en début de programme l'épopée 2000 à Sydney. Là, vous ne commencez déjà pas comme titulaire. C'est après le premier match, puisqu'il y a d'abord Daniel Bekono qui commence la compétition. À la CAN, vous y êtes, je pense, 2000. Après 2002, vous êtes là, mais pas dans le rôle de titulaire. Vous revenez comme titulaire à la Coupe des Confédérations en 2003. À la CAN en Tunisie, vous êtes titulaire. En 2006, vous n'êtes pas titulaire parce qu'il y a Souleymane qui, entre-temps, a pris votre place. Vous revenez comme titulaire à la CAN 2008 au Ghana. 2010 en Angola, vous êtes titulaire. 2010, la même année, en Coupe du Monde, vous n'êtes pas titulaire. Et puis 2014, vous n'êtes pas titulaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ces performances, ce parcours en dents de scie? Un coup, on est titulaire, un autre coup, on n'est pas titulaire. Vous pensez que c'est simplement les décisions des différents coachs qui sont passés? Ce n'est nullement question de performance en dents de scie. Comment vous justifiez cela? On peut parler de titularisation en dents de scie parce que c'est le choix des hommes et on les accepte. Je vous retournerai la question. J'ai commencé au banc de touche aux Jeux Olympiques. Toute la révélation, personne ne m'y attendait. Je rejoins le groupe A, les Lions, après la finale, au Stade de France, je suis remplaçant. Coupe de Confédération, en 2001, je suis remplaçant, c'est Alum qui joue. Coupe d'Afrique 2002, je suis remplaçant. Coupe du Monde, je suis remplaçant. En 2003, Alum n'est plus convoqué. Je commence à être titulaire.
je fais la Coupe des Confédérations, je fais la Coupe d'Afrique 2004, les éliminatoires 2005, et en arrivant en Coupe d'Afrique 2006, sans avoir manqué. Non, je me trompais, j'ai pas joué le Bénin à l'aller et la Libye ici à la maison. Je me retrouve au banc de touche. Qu'est-ce que je fais? Je continue à travailler, j'encourage mes coéquipiers. Après la CAN, je reprends la place de titulaire. Finale, on perd la finale en 2008. On va jusqu'en Coupe d'Afrique 2010. De 2006 à 2010, je joue tous les matchs de sélection, et même les matchs amicaux. Et en Coupe du Monde, je ne joue pas. Comment vous expliquez ça? C'est ce que nous voulons comprendre. Je n'ai pas trouvé d'explication. Ça, ce ne sont que des choix des hommes, d'un coach que je dois accepter. Comment un coach qui vous amène à la Coupe du Monde, vous êtes titulaire, la même année, qui vous amène à la CAN, je veux dire en 2010, Paul Le Guen, vous êtes titulaire. La même année, quelques mois après la Coupe du Monde, il n'a plus confiance en vous. Oui, il peut trouver que j'étais plus bon, j'étais plus à même de défendre ses buts et que c'était Souleymane. Vous voulez que je vous dise quoi? Je respecte, non? Vous comprenez ça comme ça? Oui, j'accepte comme ça. À l'époque, il y avait encore le 1984. Ouais. Personne n'a rien dit? Ah, voilà. C'est bien que vous reveniez là-dessus, parce que vous avez dit que le 1984 faisait la pluie et le beau temps de l'équipe nationale. Et vous avez admis aussi qu'on consultait souvent le 1984. Vous avez donc compris que si le 1984 décidait sur les choix d'un coach, moi j'allais jouer cette Coupe du Monde. Et faisant partie du 1984, le coach a désigné... 1984 a-t-il au moins été consulté? Le coach a désigné un autre, on l'a accepté. Le 4, c'était qui? Le capitaine. Il était où pendant la Coupe du Monde? Lui aussi, on va dire... Il était où? Il était sur le banc, non? Sur le banc, on va dire... Le 8, c'était qui? Jérémy. Il était où? Vous voulez dire qu'on a explosé le 1984? Il était où? Sur le banc de touche, non? Et vous avez répondu à la même question que vous m'avez posée, parce que ça a été l'objet de beaucoup... le projet, c'était quoi? Comme on dit au Cameroun, faire exploser le 1984. Oui, parce que je pense... Peut-être parce qu'on a compris que ce groupe-là avait la même mise sur l'équipe. Oui, il fallait donc tout détruire. Ça dérangeait plus l'administration que le technique. Le technique a cédé. Oui, mais vous connaissez comment fonctionne notre pays. C'est le technique qui est mis là par l'administration. Mais c'est le technique qui tient l'équipe, non? Mais c'est le technique. Les coachs disent qu'ils sont... Le technique est mis là par l'administration. Mais à un certain moment, s'ils ne sont pas solides, stoïques, ils flanchissent et ça change. Et ça s'est passé durant 2 Coupes du Monde. 2010-2014. Mais 2014, j'étais plus là. Mais au moins, on constate que... Jérémy n'était plus là, Rigaud n'était plus là. Donc il n'y avait plus de 1984. Donc vous dites que l'objectif aujourd'hui, en fait, de l'époque en réalité, c'était de faire disparaître le 1984. Je pense, oui. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt qui était le leur, diviser pour mieux régner. Parce que quand on avait un groupe solide, et je vais vous parler même des moments où il y avait des problèmes de primes, ils ne pouvaient pas nous la faire en l'envers. Ils ne pouvaient pas nous la faire parce qu'on avait des informations et on savait ce qu'on voulait. On a maintes fois fait comprendre qu'on ne venait pas ici pour de l'argent, mais on ne va pas accepter que nous donnons autant d'argent, autant de rentrées à la fédération et que d'autres se foutent les poches. Non, ça, c'était pas admissible. C'était un peu pour tout un chacun que ces jeunes qui viennent derrière puissent avoir quelque chose. Et autre chose, vous saviez combien était la prime avant appelée prime olympique au Cameroun, quand il y avait un regroupement des Lions indomptables? C'est vous qui êtes dans l'équipe. C'était 5 000 francs CFA par jour. Par jour de stage. Oui, il y en a qui quittaient, je parle les amateurs, les locaux, Jérémy partait de Bafoussam, une semaine, 35 000. Il y en a qui venaient de l'étranger, disaient qu'ils avaient des manques à gagner par rapport à leur contrat, ils repartaient avec des millions. Vous travaillez dans la même équipe, vous comprenez que ça ne va pas. Les aînés sont venus, le feu Marco, Patrick et tout ça, ils sont entrés dans cette équipe, ils sont battus pour que ça passe. Pour tout le monde, c'est 500 000. Aujourd'hui, les jeunes qui sont arrivés bénéficient du travail que les autres ont fourni derrière. Ça venait aussi du 1984.
La revalorisation des primes. Oui. Ça venait de 1984. Et comme ça n'arrangeait pas tout le monde, il fallait qu'il explose. Mais ils ont réussi. Et quand ils ont réussi, vous avez vu la période de disette qu'a connue notre sélection. Donc vous dites que les problèmes de l'équipe nationale, en tout cas les résultats, en dents de scie, pour ne pas dire mauvais, commencent avec la dislocation de 1984. Donc il faut revenir à cela aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, moi, c'est ma façon de voir. Un groupe sans leader ne va nulle part. Parce que chacun aura un mot à dire. On a des opinions diverses dans un groupe. Il va falloir regarder toutes les choses. Et s'il n'y a pas de leader respecté et respectueuse, ça ne marche pas. Une dernière question peut-être sur le 1984. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un groupe qui fait autant de bien à vous entendre parler à une équipe, que le technique en vienne à fléchir, alors que ce sont les résultats sur le plan technique qui consolident même la force du groupe? Puisque vous dites que c'était des problèmes, ce sont les administrateurs qui ont amené les techniciens à faire disparaître ce noyau-là. Vous savez, nous travaillons avec des entraîneurs en Europe. Et ça se voit un peu partout. Si un entraîneur n'a pas de caractère, n'a pas de force, son groupe il ne marche pas. Même en Europe, ça se passe. Le directeur sportif va marcher dessus, il va vous mettre un jour dans les pattes, il va falloir qu'il joue, on l'acheter cher, il va falloir. À la fin, vous faites comme ça, les résultats ne suivent pas et vous êtes viré le premier. Vous avez remarqué, la plupart des temps, dans une certaine période en sélection, d'où venaient les sélectionneurs? Il y en a qui avaient arrêté des essais pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Qui se retrouvaient à la tête de notre sélection. Ils venaient se relancer au Cameroun. Se retrouvaient à la tête de la sélection. Qui allait les chercher? Quelles étaient les conditions? Mais après, vous ne pouvez pas me dire que vous n'écouterez pas ces gens-là qui viennent vous chercher. J'espère que vous avez la réponse. Donc ils vous tiennent aussi quelque part. Voilà. Évoquons à présent votre carrière en club. J'ai cité d'entrée de jeu un certain nombre de clubs par lesquels vous êtes passé. Mais on va s'appesantir sur Fenerbahçe en Turquie. Vous y êtes depuis 2017. L'année dernière, je veux dire en 2017-2018, lors de votre arrivée, la première saison, vous avez disputé 9 matchs de championnat. Vous allez rectifier si je me trompe, 5 matchs de coupe, 2 matchs en Ligue Europa. Et c'est tout. Depuis le début de cette saison, pas d'apparition. Qu'est-ce qui se passe à Fenerbahçe? C'est simple. Je suis arrivé dans un club avec une histoire. Un gardien qui avait passé 17 ans dans cette équipe et capitaine. 17 ans au poste. Ouais, et c'était pas facile de bouger. Et je vais vous dire, même comme anecdote, au jour de ma présentation, après la présentation officielle, je fais des interviews avec de la presse écrite. Il y a un journaliste qui me dit, vous savez qu'il n'y a pas un étranger qui est joué dans les buts de Fenerbahçe depuis 22 ans. Je dis, ah bon? Et ouais. Je dis, bon, j'espère changer les choses, mais de toute façon, je suis là pour aider l'équipe. Je suis un joueur d'équipe. Donc j'ai commencé la saison, je suis le bon. À la 4e journée, ça n'allait pas. Le coach m'a mis 6 matchs, une seule défaite. On repasse à la 3e place. Le même 11 qui avait commencé la 5e journée à la 11e est reconduit contre le dernier, mais on enlève juste le nom du gardien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille voir l'entraîneur? Si je ne l'ai pas fait quand il m'était dans le 11, je n'irai pas le voir. Il a ses raisons. Je respecte. Et c'est comme ça que je ne joue plus en championnat. Ok, je me contente de la coupe. Avec toute la douleur, je fais tous les matchs de coupe. On arrive en demi-finale contre Beşiktaş. On me met sur le banc. Attendez. Qu'est-ce que je fais? Vous n'avez toujours pas d'explication? Non. Et je vais au stade, j'encourage mes coéquipiers. Est-ce qu'en allant à Fenerbahçe en 2017, vous saviez que le gardien qui était là avait déjà passé 17 ans? Je le savais. Et je me renseigne toujours. J'ai eu... Vous avez dit que c'était un risque à prendre? Non, je suis un guerrier dans l'âme. Rien ne m'a jamais été offert. Je suis toujours allé chercher.
tout ce que j'ai obtenu, je suis allé chercher. J'ai eu chez Dieu qui m'avait dit que ça allait être difficile de jouer, c'est pas parce qu'il remettait en cause mes qualités, mais ce gardien avec une force assez puissante au club. Et j'ai dit, bon, c'est une autre expérience de vie. J'ai, comme on dit en jargon local, j'ai roulé ma bourse en Espagne, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai vraiment compris cette fois-là qu'il il avait vraiment les pieds sur terre. Donc le problème n'est pas véritablement sportif, technique. Si moi je joue, je commence à la 5e journée et que je gagne 2 matchs, je perds à la 7e. Je suis reconduit jusqu'à la 11e et je ne perds pas de match sans aucune erreur et que je suis... Et comme ça, un jour, le coach décide comme ça de vous ramener au banc de touche. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Cette année, et ce gardien, il finissait son contrat l'année dernière. Ils ont dit qu'il n'allait pas le prolonger. J'ai commencé la saison, il n'était pas là. Il est revenu après. 2 semaines après, on l'a prolongé. Avant le match des barrages de la Champions, c'est lui qui joue. Je suis sur le banc. Le retour, c'est lui qui joue. Les premières journées de championnat, c'est lui qui joue. Ça ne se passe pas bien. Les 3 premières journées, ça ne se passe pas bien. Et j'arrive un lundi avec toute la motivation de préparer, de faire une bonne semaine, parce que j'avais 98% de possibilité de jouer le week-end qui suivait. Et ce même lundi, on me dit que je dois quitter le club, parce qu'ils vont faire signer un autre gardien turc. Et alors que je n'ai pas joué un seul match du début de la saison. Et celui qui joue, c'est la seule question que j'ai posée. Pourquoi celui qui joue, il ne va pas sur le banc et vous me donnez ma chance? Ils m'ont dit non, tu vas partir. Si tu ne pars pas, tu ne seras pas inscrit dans les listes. Dans la situation actuelle, c'est laquelle? Oui, c'est ça. Je ne suis pas dans les listes, je ne peux pas jouer en championnat, je ne peux pas jouer en Coupe de Turquie et l'Europa League, on est éliminé. Je m'entraîne tout seul. Pourquoi vous ne quittez pas, puisqu'il vous demande de partir? J'ai 1 an de contrat. Encore. J'ai 1 an de contrat encore. Mais il vous demande de partir. Ouais. Vous êtes employé quelque part. Vous avez signé 3 ans. Après 1 année, on vous demande de partir. En vous payant peut-être les dommages. Ah, voilà. Parce que vous avez dit, pourquoi vous ne partez pas? Bon, ok, j'ai 2 années de contrat. Vous m'avez demandé de changer la qualité de vie de toute ma famille et la scolarité de mes enfants pour votre pays. Et maintenant, vous décidez de me renvoyer chez moi. Vous me payez mes 2 années de contrat, je rentre. Le club ne veut pas le faire. Non. Et pendant que vous y êtes, vous continuez à être, vous êtes toujours salarié du club? Oui. Oui, et je rigole quand certains de vos collègues, journalistes, sportifs, demandent à un sélectionneur, Clarence Seedorf, que pourquoi je suis, moi, convoqué à l'équipe nationale n'ayant pas de club. Non, vous restez sociétaire de Fenerbahçe, simplement que vous n'êtes pas aligné par le coach qui a d'autres raisons de ne pas vous aligner. Votre stratégie, c'est rester jusqu'à la fin du contrat. Non, ce n'est pas une stratégie, je suis sous contrat. Ils ne veulent pas de moi. Ils me donnent mon année de contrat, je pars. Si je trouve quelque chose qui n'est pas facile, si je trouve quelque chose, on pourra s'arranger. Après, vous savez comment est ce que c'est que le football. Je peux trouver quelque chose et ils demandent un montant de transfert. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque à cette période, c'est difficile que les clubs aient l'âge. Vous avez eu des sollicitations, des propositions au dernier mercato? J'ai eu des touches. J'ai eu des touches, mais qui n'ont pas abouti. J'ai eu des touches parce qu'il faudrait aussi que les gens comprennent que je ne privilégie pas l'argent. Je suis un passionné de foot et j'aime ce que je fais. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à faire des concessions financières parce que je voulais juste jouer, continuer à prendre plaisir. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas aussi facile à une période de mercato de janvier de bouger comme ça parce que les clubs, les recrutements du début de saison, ils le font déjà. Et quand vous vous retrouvez dans la merde en janvier, ce n'est pas évident. Peut-être que ce sont ces problèmes administratifs qui vous empêchent d'avoir d'autres sollicitations? Oui, il y a tout, parce que même quand vous avez des clubs qui vous approchent et vous demandent si vous êtes libre, je ne suis pas libre. J'ai encore 1 an de contrat. C'est mon employeur qui décide.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller, je vais dire, puisque vous dites que le club veut vous faire partie sans payer vos droits, il n'y a pas moyen de résoudre ça autrement? La justice peut-être? Non, vous êtes sous contrat, vous êtes payé chaque mois. Pour le moment, ils ne commettent pas de faute. Peut-être c'est un piège vous demander de partir alors que le contrat est en... Ils ne peuvent pas, vous savez, quand on vous demande de partir, c'est une façon de vous dire si vous trouvez quelque chose pour partir, c'est ce qu'ils disent souvent, mais vous connaissez la langue sportive. C'est que vous pouvez même, il y a des coéquipiers à moi, j'ai des coéquipiers qui ont eu des accords, vous pouvez partir, et au 31, quand ils ont fait les valises, pour prendre l'avion, on a dit, vous devez apporter 1 million d'euros pour partir. Qu'est-ce que vous allez faire à la fin de la saison? À la fin de la saison, je ne sais pas, je pense à la fin de la saison, si je suis convoqué, peut-être j'irai en stage préparatoire pour la CAN. Après, j'irai, déjà, je ne sais même pas si j'aurai le temps d'avoir les vacances, parce que la CAN se joue en juin, et juillet, c'est déjà la reprise. Vous serez en fin de contrat, ça? Non, je ne serai pas en fin de contrat. J'ai une année encore. Une année, vous avez encore une année. Ouais. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème. Si j'arrivais en fin de contrat, je vous aurais dit j'attends la fin de contrat et je vais chercher ailleurs. Mais pour le moment, je ne peux ni chercher, je peux chercher. Après, même si je trouve, ça dépendra d'eux, s'ils me libèrent ou pas. Cette année et l'année prochaine, vous êtes parti pour 2 années encore, sans compétition? On ne sait pas ce qui se passera en début de saison. Si c'est ça qui arrive et qu'ils ne me laissent pas partir, ce sera 2 ans sans compétition. Si ce n'est pas ça, on verra bien. Dans votre carrière, comment on peut vivre un tel... Non, c'est difficile, c'est très difficile. Et la chance, dans mon cas, c'est d'avoir une famille qui me soutient. Et la femme, les enfants au quotidien, c'est très dur. Les frères et sœurs, les amis, c'est vital tout ça. Parce que les parents, on souffre. On évite de leur faire part de tout ce que nous vivons parce que c'est la lame, c'est le désespoir, c'est tout. Mais ils sont là et mes parents sont très forts. Ils m'ont inculqué ça dès le bas âge, de ne jamais baisser les bras et la tête, toujours marcher la tête haute et de faire tout pour être fier de son boulot. C'est ce que j'essaie de faire. Que disent vos coéquipiers en club? Sincèrement, ils sont dépassés parce que je préfère qu'on parle de moi que je le fasse moi. Mais tout ce que j'essaie de faire depuis que j'ai décidé de jouer au football, c'est d'être un professionnel jusqu'au bout des ongles. De respecter tous mes coéquipiers et d'avancer. Est-ce que ce ne sont pas les problèmes de l'équipe nationale qui vous suivent en club? Un coup, vous êtes titulaire à une compétition, après vous n'êtes pas titulaire. Vous avez vu moi, c'est un peu ça qui se... Vous avez ma carrière en club, non? On parle de la situation au Fenerbahçe. Oui, parce que vous me dites, est-ce que ce n'est pas les problèmes de l'équipe nationale? Quand je suis écarté à Fenerbahçe, je ne suis pas encore revenu en équipe nationale. Je ne suis pas encore revenu en équipe nationale. Quand je vis une saison difficile comme celle de l'année dernière, je n'étais pas encore revenu. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir entre l'équipe nationale et le club, non. Du tout. Vous avez déjà pensé à votre après-carrière? J'y pense tous les jours. Vous êtes à la tête d'une fondation, ICK Fondation. J'y pense tous les jours parce que la fondation, ce n'est pas seulement pour l'après-carrière. La fondation vient de l'homme que je suis, qui essaye toujours de donner. Qu'est-ce qu'on fait dans la fondation? On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Et je préfère même souvent laisser le côté sportif de côté parce qu'on dit il fait dans ce qu'il connaît. Je prends généralement le côté humanitaire. C'est aider mon prochain. Vous comprenez? Il y a une équipe qui travaille pour ça, des idées. On fait des dons dans des orphelinats. On va dans des endroits comme il n'y a pas longtemps, le 24 décembre, on était au centre des handicapés. Vous comprenez? On essaye d'aider au niveau de la scolarité. On a eu à le faire dans des quartiers. C'est beaucoup de choses qu'on essaie de faire pour aider ceux qui sont dans les conditions les plus défavorables. Ça, c'est le but de la fondation. Après, il y a une équipe en deuxième division régionale. On a fait des festifs basket pour donner, égayer des zones, des quartiers
Je ne suis pas basketteur, vous comprenez un peu. On a fait des trucs dans l'athlétisme. On essaie de faire beaucoup de choses, mais surtout dans le but d'aider notre prochain. Beaucoup dans le social. Vous aidez ceux qui viennent vers vous, qui vous sollicitent ou alors On aide ceux qui nous sollicitent. Comme on dit souvent, c'est le malade qui va vers le médecin. Mais aussi, il y en a qui sont dans le besoin, mais qui ne savent pas comment nous approcher. Et c'est pour ça que dans l'équipe, on a des gens qui pensent à cela et qui nous permettent de réaliser certaines choses. Vous avez vu dans certains hôpitaux, orphelinats, vous étiez au centre de réhabilitation des handicapés, Cardinal Paul-Émile Léger de Tout-Québec. Comment se fait le choix? Je veux dire, si vous avez 10 demandes. Non, je travaille avec. Vous faites comment? Je travaille aussi avec mon équipe et en fonction des priorités, si on peut dire. Vous comprenez, c'est des nécessités aussi. Vous voyez, et on part souvent sur le plan alimentaire, parce que si on ne mange pas, on ne peut rien faire. Et sur le plan de la santé, l'éducation, parce que si vous payez l'école à un enfant qui n'a pas à manger à la maison et qui n'est pas en santé, il ne peut pas aller à l'école. Donc on essaie de mettre les choses dans un certain ordre, un certain canevas qu'on respecte pour pouvoir bien faire les choses. Et la fondation se déploie selon quelle périodicité? C'est vrai, vous avez parlé du 24 décembre dernier. La prochaine articulation, c'est quand? Je ne sais pas encore, on va travailler pour voir. Généralement, vous savez, c'est par rapport à ma présence au Cameroun, c'est juin-décembre. Mais on a eu à faire des choses sans que je ne sois là. J'allais vous demander si vous tenez à être toujours présent lorsque la fondation se déploie. Il y a seulement, je peux dire, 3 ans que j'ai vraiment accepté de souvent être là parce que j'aime pas. On a souvent fait des dons sans même signaler que c'était la fondation ICK. Vous comprenez? Il y en a qui aiment beaucoup travailler dans l'ombre. Non, je préfère. Parce que vous le faites, c'est votre cœur qui parle. Vous n'attendez pas le merci, vous n'attendez pas la reconnaissance de quelqu'un. Vous dormez, vous savez que vous avez fait quelque chose de bien. C'est comme quand vous faites le mal. Vous pouvez vous mettre devant des gens et dire tout ce que vous voulez. Mais le soir, quand vous êtes assis dans votre lit, dans votre chambre, vous êtes seul face à votre conscience et vous savez ce que vous avez fait de mal. Donc je pense que quand on fait le bien, ça doit venir de l'intérieur, pas pour que les gens disent « Ah, ce gars, il est bien, il a fait ci, il a fait ça ». S'ils le disent, tant mieux. S'ils ne le disent pas, soyez tranquille parce que ce monsieur-là, il voit tout. Je vais vous proposer de dire quelque chose à, je vais dire 3 personnes, 3 types de personnes. Ce que vous pensez, hein, ce sera certainement pour sortir de cet entretien. Si je vous demandais de dire quelque chose, d'abord aux jeunes que vous encadrez, qui vous sollicitent dans le cadre de la fondation, qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais aux jeunes, pas seulement ceux que j'encadre, parce qu'ils en bavent un peu trop de nos conseils, mais je dirais en général d'aller au bout de leurs rêves. Ne jamais donner pour perdu une cause, de croire en leurs possibilités. Comme on dit, il y a un musicien qui a chanté « Quand je pense, je ne sais pas où je viens » et je dis c'est illustratif parce que je suis issu d'une famille pauvre. Je viens de l'un des quartiers pauvres de la capitale, mais j'ai pu faire de très belles choses. J'ai pu gravir des difficultés et arriver au sommet parce que je n'ai jamais douté et j'ai toujours persévéré. Donc c'est ce conseil que je peux leur donner. Alors, la deuxième personne à qui je vous propose de vous adresser, dites un mot à Clarence Seedorf. Non, qu'est-ce que je peux dire au coach? Vous savez, le coach, il ne m'appelle pas Carlos, il m'appelle Broda, en espagnol hermano. Parce que peut-être il n'y a pas une très grosse différence d'âge, mais il a vu en moi l'aîné d'un groupe et quand il parle du groupe, et il parle un peu en tant que frère et qui doit transmettre et son message et faire suivre ses envies. Je peux juste lui dire que je suis fier de
d'avoir ses responsabilités et de pouvoir continuer à tenir ce bâton d'aîné devant mes petits frères qui me le rendent bien. Enfin, je vous propose de dire quelque chose aux responsables de Fenerbahçe. Je dirais juste que j'appartiens à une très grande structure qu'est le Fener. Fener, c'est un très grand club dans le monde. Ce n'est pas toujours évident de vivre des situations comme la mienne, mais je ne dirais jamais un mot déplacé ou négatif parce ils sont venus me chercher, ils m'ont ouvert les portes. À un moment donné, des dirigeants, des coachs ont pensé différemment et d'autres, c'est juste des choix d'hommes. Quand j'appartiens à une famille, je suis fidèle à cette famille et je donne tout pour cette famille. Je suis un joueur de Fenerbahçe et tant que ce sera possible, je donnerai tout pour le Fenerbahçe jusqu'à ce que je parte. Idriss Carlos Kameni, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et je vous remercie, ça a été un réel énorme plaisir. Je suis toujours et je serai toujours à votre disposition quand vous voulez. On pourra échanger sur n'importe quel sujet parce que moi, je n'en connais pas de tabou. Merci. Voilà, monsieur, merci d'être resté sur Equinox Télévision. Merci d'avoir regardé ce programme. À la prochaine, toujours sur Equinox Télévision. Bonsoir.